Salut à tous et bienvenue sur Full Court Interview, l'émission qui va interviewer aujourd'hui Diana Mendes. Et ça me fait super plaisir de t'avoir, Diana. Salut. Salut, bonjour à tous. Je m'appelle Diana Mendes. Je suis étudiante maintenant aux États-Unis et j'ai fait toute ma formation en France. Cool, félicitations déjà, parce qu'avoir réussi à t'imposer dans une big league et d'avoir joué dans un Big Ten pendant une saison, c'est quand même pas négligeable. Diana, tu peux juste nous présenter un peu ton parcours basket, où tu as commencé, d'où tu es originaire? Parce que là, tu es en Alsace, mais tu n'es pas originaire d'Alsace, si j'ai bien suivi. Moi, je viens d'Île-de-France, dans une petite ville qui s'appelle Achères, dans les Yvelines. Donc, 78, je représente. Mais après mes années passées à Achères, j'ai commencé à 8 ans le basket. Et j'ai continué avec le pôle espoir d'Île-de-France à Aubonne. À mes 12 ans, je suis rentrée avec un an d'avance au pôle espoir. Puis, j'ai dû rejoindre l'équipe de Versailles en U15 France. C'était une équipe féminine, du coup, parce qu'avant, je jouais avec que des garçons. Que des garçons. Du coup, c'était vraiment un switch, mais t'es obligé quand tu vas au pôle de jouer en féminin. Ouais, c'est ça. Et du coup, après le pôle, je suis partie avec un an d'avance aussi à l'INSEP. J'ai fait 4 ans là-bas. C'était les meilleures années de ma vie, je pense. Et après l'INSEP, pendant l'INSEP, j'ai eu beaucoup de blessures. C'était pas facile pour moi, mais ça m'a apporté tellement. Et puis, j'ai pu décrocher un contrat aspirant acharné pendant 1 an où j'ai pas fait une saison complète encore. Faut savoir que j'ai pas fait de saison complète depuis mes 15-14 ans à cause de mes problèmes de santé. Et donc, j'ai voulu prendre un nouvel envol, un nouveau départ pour moi, voir autre chose, surtout pouvoir associer les études et le basket, c'était vraiment important pour moi. Donc, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis et je me suis retrouvée à Washington State. Pour tes premières saisons. C'est ça. Et après Washington State, je suis donc partie à USC. Et là, je suis sur un transfert vers Miami. Vers Miami, Donc la vraie vie américaine, quoi. C'est ça. On va juste revenir sur tes années INSEP d'abord. T'es de quelle génération? Génération 2004. Génération 2004. Des joueuses qui étaient avec toi. Cite-moi des noms. Balance. Leila Lacan, Fatou Touré, Manoé Cissé. Il y en a beaucoup. On reviendra à la fin pour les anecdotes. Il y avait Célia Rivière, mais il faut savoir que moi j'étais au pôle. Enfin, du coup, je suis rentrée avec un an d'avance à chaque fois. Et donc j'étais au pôle avec les 2003 et les 2002. Donc j'étais avec Célia Rivière, Inès Debroise, Oumou Diarisso. On est partis à l'INSEP ensemble, le pôle. Du coup, on se connaît depuis toujours. Carrément. Moi, déjà, bonjour à Célia, parce que du coup, je l'avais eu en interview l'année dernière, mais bonjour à elle. Et j'espère que tout se passe bien pour toi et t'es la bienvenue quand tu le souhaites. Du coup, t'as quitté le cocon de l'INSEP pour justement l'État de Washington, où t'as été joué à Washington State, après t'as été à Los Angeles. C'est quoi le plus gros choc culturel pour toi que t'as vécu sur et en dehors du terrain? Je pense le plus gros choc culturel, il faut savoir que Washington State, là où je suis allée, c'était pas du tout dans les grandes villes à côté de Seattle. C'est vraiment une ville qui tourne autour de l'université et il y avait que des champs. Franchement, le choc culturel, je vais dire que quand t'es en Île-de-France, t'as un peu la ville à côté, tu peux faire plein de choses. Ouais, quand t'es à Strasbourg, t'es habitué. En fait. C'est ça, c'est ça. Île-de-France, c'est plus compliqué. Mais là-bas, il y avait carrément pas de cinéma. Là où j'étais dans la ville, ça s'appelle Pullman. Donc le choc culturel, c'était vraiment, j'étais un peu dépaysée. Et sinon, le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'est la nourriture. La nourriture, ça a rien à voir avec la France. Donc, Team US ou Team France? Moi, Team France. Nourriture, c'est Team France. Du coup, t'es contente de revenir à chaque fois. Oui, à chaque fois, j'attends que ça. Et là, on parlait en dehors du terrain, mais sur le terrain, du coup, c'était quoi ton plus gros choc culturel? Sur le terrain, je vais dire, c'est physiquement. Faut savoir qu'avec mes blessures, moi, j'ai toujours été habituée à vraiment consacrer du temps, investir dans mon corps, ce que je dois faire, tout ça. J'ai jamais eu peur de la prépa avant la reprise. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais en allant aux États-Unis, j'étais pas du tout prête physiquement. Je pense. Et puis, je revenais de 1 an de blessure aussi. Donc, fallait reprendre le niveau, tout ça. Mais je vais dire que physiquement, ça court plus, c'est plus dans les coups. L'intensité, je vais dire. L'intensité physique est beaucoup plus élevée. Ouais, t'as un vrai écart entre les deux. C'est ça. Enfin, comment on approche la préparation, je vais dire qu'en France, c'est pas du tout comme aux États-Unis. L'approche n'est pas la même, en fait. L'approche de l'intensité et de l'évolution physique n'est pas la même. C'est ça. Justement, comment t'as réussi à passer, tu vois, d'un style européen? Parce que même si t'étais blessé, en fait, t'as dû passer d'un style européen à un style américain de jeu. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que moi, dans mon jeu,
j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis parce que dans mon jeu, je trouve que je suis plutôt agressif. J'ai un style un peu, j'aime bien les 1 contre 1 et tout. Je suis pas une croqueuse, mais j'aime bien un peu jouer. Mais en allant à Washington, faut savoir que la plupart des filles étaient internationales. Okay. Donc tu retrouvais un peu ce côté, c'était pas trop one-one. C'était, on se partageait quand même assez la balle, donc j'étais pas trop perdue dans ces repères-là. Mais c'est vrai que c'est plus mon jeu, mes stats que oui, on va se partager la balle, tout ça. Mais ça c'est valable en fait quand tu arrives aux US, je dirais, quand tu fais donc il y a plusieurs niveaux, hein, c'est ce qu'on expliquait, tu as du JUCO, après tu arrives sur de la D2, D1, etc. Tu as le Big Ten aussi. Est-ce que ça c'est pas plus valable pour te montrer aux US? Donc genre quand tu arrives en JUCO, l'objectif c'est de rejoindre une fac et de rentrer dans un programme de la ACC. Oui. Et du coup, en fait, tu as besoin de te montrer, tu as besoin de mettre des points. Mais une fois que tu es dans ces équipes universitaires, est-ce que ça change pas un petit peu et que ton objectif, c'est pas le titre au final? En allant à Washington State, mon objectif, c'était pas le titre, c'était plus le développement individuel de mon côté. C'est pas une énorme équipe, c'est une mid-major. Donc, vraiment, l'objectif, c'était de reprendre confiance en moi, revenant de blessure, jouer au basket. Déjà, c'était vraiment une étape que je voulais franchir parce que ça faisait quand même longtemps. Et franchement, en allant là-bas, c'était pas le titre que j'avais en tête, c'était vraiment mon développement individuel. Donc oui, ça m'a permis de me montrer, d'avoir beaucoup de temps de jeu, même si j'étais un peu limitée au début par rapport à mon genou. Mais vraiment, en allant dans ce club-là, c'était vraiment pour ça l'objectif. Donc là, tu as fait une saison rookie remarquée. Donc tu étais à Washington State. Donc tu fais 4 double-double par exemple sur la saison. Donc tu as quand même une grosse présence. Et comme tu le disais, tu voulais ton propre développement, etc. Donc c'est intéressant de le voir là. Et après, tu décides de partir à USC, qui du coup est une grosse fac. Moi, USC, c'est là-bas où a joué Bronny James, si je raconte pas de bêtises. Donc c'est quand même une grosse fac. T'arrives à l'année d'après, il me semble. Donc tu n'as pas eu la ferveur de LeBron James avec toi. Mais pourquoi ce choix? Donc le choix, il était très... pour moi, c'était la suite logique. Après avoir fait une saison de freshman assez remarquée, pour moi, la suite logique, c'était d'atteindre un niveau supérieur et pour voir si je peux avoir un niveau plus compétitif, justement, pour peut-être aller chercher un titre. Et là, c'était plus mon objectif. Et de m'entraîner avec des filles qui ont un meilleur niveau, un encadrement, une structure qui va m'offrir, qui va me mettre dans les meilleures conditions, pour moi, c'était le plus important. Et c'est ce que j'ai eu en allant à USC, donc c'était clairement mon objectif. Moi, c'était l'objectif. Et justement, maintenant, si tu prends un peu les coachs que tu as eu, entre tes coachs que tu as eu à l'INSEP, même tes coachs que tu as eu en U15 France, c'est pas les mêmes objectifs quand tu es en U15 que quand tu es en player development. Mais c'est quoi les principales différences que tu remarques, en fait? Intéressant. Franchement, moi, j'ai toujours eu des bons coachs. Globalement, en passant, j'ai eu la chance d'aller dans les meilleures structures françaises. Donc oui, l'accompagnement des coachs, je vais dire que aux États-Unis, la première approche, elle est vraiment différente en France. En France, tu te fais ton nom, on suit une joueuse depuis U15, on commence à la connaître un peu. Donc il y a pas ce rapport où quand un coach va se présenter à une fille, va lui parler de qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, autre que le basket, c'est plus basket focus. Alors qu'aux États-Unis, quand le processus de recrutement, c'est plus qu'est-ce que t'aimes dans la vie. C'est vraiment l'approche de l'humain. C'est très humain d'abord au début et après, ça va vite dans la compétition, mais oui. Et est-ce que tu penses du coup, par rapport à ce que tu dis là, que les coachs NCAA construisent plus une équipe que des joueuses ou construisent des joueuses pour avoir une équipe? Je pense qu'à un certain niveau, on va pas se le cacher, je pense qu'il y a quand même, c'est quand même autour des joueuses, mais c'est important surtout aux États-Unis pour eux, c'est important que les équipes qu'ils ont les personnes qu'ils ont dans leur roster soient de bonnes personnes d'abord. Et c'est vraiment important pour eux la culture de l'équipe et l'alchimie que tout le monde va construire pour pouvoir performer ensemble. Donc je dirais oui, c'est plus ça. Ouais, parce que t'as quand même pas mal de déplacements, t'as pas mal d'entraînements, pas mal de voyages. Le rythme n'est pas du tout le même que le rythme français. Les filles, ça devient tes sœurs. T'es tout le temps avec elles. 95% de ton temps, pour pas dire 100. T'es tout le temps avec elles. Même tes profs, tu les vois moins parce qu'on fait deux matchs par semaine. Et on n'est pas souvent là. On est tout le temps ensemble sur le terrain. On s'entraîne 3 heures. Parfois, on fait des journées si les journées elles sont bien remplies. Donc, c'est important qu'on s'entende bien. Après, qu'on soit pas meilleurs amis, mais qu'il y ait une bonne entente. Ouais, j'imagine. Hein. Du coup, ça te
ça change aussi beaucoup la perception que tu as du basket et la perception que tu as du sport, parce que tu rentres dans une famille, en fait. Ouais, c'est ça. Que tu as moins en France, parce que si t'es pas professionnel, t'as moins d'entraînement, t'as moins de choses. Ouais. Surtout en allant loin. Enfin, pour ma part, là, cette année, dans mon équipe, il y avait que les Américaines presque et une ou deux internationales. Mais quand j'étais à Washington, on était toutes internationales. Donc, c'était important de se dire que on a une famille loin de notre famille à nous. Donc, de se soutenir et on vit à peu près la même chose. Donc, c'est pas facile. C'est important. C'est clairement important d'avoir ce soutien-là derrière. Oui. Vous avez fait un parcours assez intense cette saison. Vous arrêtez face à South Carolina, qui était très solide en mars dernier. Oui. Alors, March Madness? March Madness, hein. Ouais. C'était fou. Ouais. Notre premier match, c'était contre Clemson. Et au buzzer, il y a une fille qui shoot à 3 points et qui le met. Et du coup, on se disait qu'on allait sortir. Et ils ont fait la VAR, en fait, et ils ont vu que... Tiré trop tard. Ouais, elle a tiré un peu trop tard et ça s'est joué à 1 millième de seconde. Donc vraiment, tu voyais les filles sur le banc, tout le monde était déjà en train de pleurer, mais non. Finalement, on a gagné contre Clemson et on est passé derrière contre South Carolina. South Carolina, c'est injouable cette année. C'est top. La saison dernière, top 2, c'est injouable. Donc franchement, on n'a pas fait la saison qu'on voulait faire, mais on a appris des défaites qu'on a eues cette année et South Carolina. C'était quand même une grosse opposition, si ce n'était pas la meilleure qu'on a eue cette année. Donc, voilà. Et vivre cette expérience March Madness, tu peux nous en parler un peu? C'est fou, franchement, les salles sont remplies. Puis les salles sont remplies, alors. Il faut modérer le truc. Hein. Les salles sont remplies en France à 10 000 personnes, les salles sont remplies à 50 000 personnes aux États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, c'est rempli. Tu t'entends même pas ta propre voix sur le terrain. Donc, c'est vraiment une atmosphère. J'ai toujours voulu jouer dans ça. Donc ça te motive, tout le monde est fou autour du basket et même toi t'as envie de jouer, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Ouais, je pense que c'est vraiment une alchimie que tu as à un moment donné, c'est parce que c'est super court en fait la March Madness, hein. Sur quelques jours et du coup c'est assez fou de voir ces ambiances. Et c'est une grosse pression aussi parce que tu te dis ta saison elle dépend de là, donc si tu veux aller au bout, t'arrives au match en mode ok on gagne pas on sort, on gagne on reste et vraiment c'est marche ou crève. C'est ça, à la vie à la mort quoi, c'est marche ou crève donc clairement. Mais du coup, on a vu quand même tes statistiques évoluer au fur et à mesure de la saison. Moi, je t'ai caractérisé de glue player, en fait, parce que tu as quand même des statistiques qui sont assez intéressantes, soit défensivement ou offensivement. Tu prends beaucoup de rebonds, tu mets quand même des tirs extérieurs. Si tu disais que tu aimais bien jouer l'un contre un, tu mets quand même pas mal de tirs extérieurs. Quel était ton rôle, en fait, dans cette équipe de USC la saison passée? À USC, j'avais vraiment un rôle très différent de Washington State. Étant donné que j'étais entourée de vraies bonnes joueuses, top players dans le pays. Donc forcément, j'avais un rôle beaucoup moins important. Mais c'était aussi un objectif pour moi de jouer avec les meilleurs pour voir où est-ce que je me situe un peu. C'est vrai que j'ai vraiment développé mon tir à 3 points. Je savais que j'avais pas le choix pour aussi gratter des minutes quelque part. Et même l'ajouter à mon jeu, c'est très important en tant que grande extérieure. Donc vraiment, je me suis vue évoluer sur mon tir extérieur et vraiment, c'était bien. J'avais un peu un rôle de, comme tu as dit, glue player. Donc la coach, elle me mettait vraiment, si je devais rajouter de l'intensité défensive, elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, prendre des rebonds, jouer dur, elle sait qu'elle peut compter sur moi et je vais toujours donner à 100%. La française, quoi. Voilà, je vais gratter les miettes qu'on me donne, je vais les prendre et c'est des opportunités et c'est comme ça que tu te fais ta place. Donc oui. Donc démarrer comme ça. Ouais. Et là, donc du coup, tu viens d'être transféré à Miami, qui est juste en dessous de la top 10. Hein, c'est quand même une top franchise universitaire, mais t'es plus au niveau où t'étais avec USC, par exemple. Est-ce que ton rôle va évoluer justement sur cette université? C'est ça l'idée. Mon transfert à Miami s'explique parce que je veux plus de responsabilités, un vrai rôle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter USC. C'est vrai qu'à USC, il y a une des meilleures la meilleure joueuse du pays qui revient l'année prochaine, et donc ça va prendre beaucoup de place dans le roster. Donc c'est vraiment pour ça que je transfère. Et là, Miami, c'est pas autant reconnu que USC en termes d'école ou de niveau, mais je pense qu'on aura quand même une assez bonne équipe pour pourquoi pas aller chercher un titre, je sais pas, mais c'est l'objectif de construire une équipe sur plusieurs années et que derrière on soit vraiment prête à aller chercher les gros poissons. Il te reste combien d'années là Il m'en reste 2, mais potentiellement 3 avec la nouvelle règle, je sais pas, mais pourquoi pas. Ouais, ça c'est encore en discussion. Oui. On va aussi revenir sur tes jeunes années. Je ne sais si j'ai mal fait mon travail cette fois-ci. Je n'ai pas regardé si tu avais fait l'équipe de France. Jeune.
Oui, j'ai toujours été sélectionnée ou présélectionnée pour faire les équipes de France jeunes. Malheureusement, mes années à l'INSEP, c'était mes années un peu plus... blessures, voilà, tout ce qui va avec. c'est ça. Donc, j'ai eu des problèmes de santé autres que des blessures ma première année, qui a fait que je devais m'écarter des terrains. Et puis, ma deuxième année, c'est là que j'ai repris et j'ai pu vraiment jouer une saison complète, mais il y a eu le Covid. Donc, ça m'a un peu freinée. Et derrière le Covid, j'ai repris, mais pareil, je traînais toujours ces douleurs-là au genou. Donc, j'ai dû me faire opérer. Et je me suis fait opérer 2 fois, du coup. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, oui, ma dernière année, c'était pas le top. Pour les U19, championnat du monde, je crois, j'ai fait toute la présélection. Mais j'ai toujours embêté par mes genoux et c'était pas le top de reprendre sur des équipes de France parce que la charge de physique est vraiment importante et c'était mieux de privilégier des filles qui étaient en 100% meilleure santé que moi. Donc voilà. Mais du coup là, si on sait qu'on a des super générations en France actuellement. Que tu prends Carla Litt, tu prends Pauline Astier, même Célia qui fait des super saisons et je souhaite le meilleur pour la suite. Mais comment tu peux te positionner par rapport à toutes ces joueuses sur une équipe de France, par exemple? Si tu l'as toujours dans le viseur, tu l'as toujours dans le coin de ta tête? Oui, j'ai toujours dans le viseur. C'est vrai que c'est pas facile de traverser tout ça en tant que jeune joueuse, mais c'est des rêves que tu te dis est-ce que je peux encore les atteindre et tout, mais ça a toujours été des objectifs pour moi. Donc oui, toujours dans le viseur d'être en équipe de France, pourquoi pas. J'ai toujours cet objectif de faire les JO et voilà, continuer avec l'équipe de France, ce serait une fierté pour moi. On a encore 2 ans avant les prochains à Los Angeles. Et puis je connais bien le terrain apparemment là-bas. Donc, on va appeler Jean-Aimé Toupane. On va le travailler au corps, Jean-Aimé. En plus, il est alsacien, t'inquiète pas, on va récupérer, on va appeler Axel aussi. Non, clairement. Mais maintenant, on va aussi revenir un peu sur le championnat européen, le championnat français, parce qu'on a quand même vu une forte évolution sur le championnat français et le championnat européen depuis quelques années. On voit que le niveau monte. On voit par exemple des Brianna Stewart qui font des piges de 4 semaines pour jouer le Final Four de l'Euroleague parce que voilà, ça lui apporte des choses au-delà de l'aspect financier. On voit qu'elle domine pas non plus de fou. Énormément. Tu vois, c'est ça. Donc comment tu vois en fait ce championnat européen, ce championnat français, toi, de l'extérieur? Moi, j'ai toujours voulu jouer en Euroleague. C'est un de mes objectifs. Donc oui, il y a la WNBA qui est aussi un objectif pour moi, de sûr. Mais jouer en Euroleague aussi, c'est tout autant le même objectif que j'ai pour la WNBA. Donc, si je peux faire les deux, pourquoi pas? Ce serait vraiment intéressant. Donc, oui. Ça peut... C'est ce que tu souhaites, en fait. Oui, c'est ce que je souhaite. C'est ce que tu souhaites, j'imagine. On va juste revenir aussi un peu sur ton rôle d'ambassadrice, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant mes recherches, que tu étais une des représentantes de la formation française aux USA. Et que tu portais ce rôle de conseil un peu. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes de l'INSEP, justement, s'ils veulent tenter l'aventure NCAA? Franchement, je dirais si c'est votre rêve et votre objectif d'aller aux États-Unis, pourquoi pas. Franchement, après, faut le faire bien, faut bien le préparer, faut savoir que c'est pas que le rêve américain, faut aussi se dire que mentalement c'est une charge, tu seras loin de ta famille. C'est important de bien s'entourer aussi parce que c'est un pays qu'on connaît pas malgré tout. Moi, j'ai fait toute ma formation en France, comme les jeunes qui veulent aller. Donc, c'est vraiment une culture différente. Et c'est pas fait pour tout le monde aussi. Mais il faut vraiment faire attention là où on va, prendre le temps de se poser, oui, qu'est-ce que je veux, de carrément écrire qu'est-ce que je veux pas, et commencer les démarches. Mais vraiment, pourquoi pas maintenant, quand t'as 18 ans, ce double projet en France, il est un peu compliqué. De se dire que oui, t'as l'opportunité de passer pro, mais derrière, tu dois continuer t'as un travail à plein temps, mais derrière, tu dois quand même continuer tes études. Alors qu'en allant aux États-Unis, tu restes à un niveau assez important où tu peux progresser, mais derrière, tu peux avoir ton bagage d'études. Donc, en tant que femme aussi, c'est important. C'est pas les mêmes sommes que les garçons, même si ça commence à changer. On n'est pas à l'abri d'une blessure ou demain que tout s'arrête. Donc, en termes de sécurité, c'est important d'avoir aussi un diplôme. Donc, pourquoi pas, c'est vraiment intéressant. Et les structures, même la vie, l'expérience, apprendre une autre langue, connaître d'autres gens, c'est des gens que tu vas côtoyer toute ta vie. Quand même, c'est une expérience vraiment de relation. Donc, oui. Ouais, après, justement, on voit de plus en plus de jeunes actuellement qui partent vers les États-Unis. On en parlait, nous, on a Élie Clémence Maquies, là, qui va partir à Florida.
Qu'est-ce que tu penses de cette migration, en fait, de tous ces jeunes talents français aux US? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, au final. Est-ce que c'est... Alors, on va le poser sur la table comme ça l'est. Hein. Est-ce que c'est une question financière ou est-ce qu'il y a une vraie question athlète, étudiant-athlète? Moi, je pense qu'il y a vraiment un juste milieu entre les deux. Pour ma part, c'était vraiment pas une raison financière parce que à ce moment-là, il y avait... Honnêtement, en allant à Washington State, je connaissais même pas les trucs des Nayel, tout ça. Bon, moi, j'étais là, j'avais ma scholarship, c'était un truc de fou parce que l'école aux États-Unis, il faut savoir que ça coûte super cher. Washington State, je pense qu'une année à Washington State, c'est 40 000 € l'année. Ouais. Et USC, qui est une des écoles prestigieuses aux États-Unis aussi sur le niveau académique, c'est 90 000 € l'année. Et c'est pas donné. Donc vraiment, pour moi, c'était mon rêve depuis toute petite d'aller là-bas. Donc, et vraiment pour, comme j'ai dit, avoir une sécurité parce que je sais que je suis propice aux blessures et avec tout mon vécu, c'était vraiment une nouvelle ère. Vraiment, j'avais besoin de ça. Et je me suis dit, oh, je vais avoir mon diplôme. C'est que du pain béni pour moi. Maintenant, c'est vrai que là, c'est vraiment sur les médias partout, on voit les sommes que ça génère. Et faut pas aussi écarter ça, c'est un fait que financièrement on est mis bien, on va dire, et c'est un bagage, c'est un départ dans la vie pour des jeunes comme nous. C'est un départ, c'est important, c'est à prendre en compte. C'est pas toute ta vie, tu sais pas ce qui peut arriver demain. C'est des opportunités et pourquoi pas les prendre. Franchement, faut pas avoir de tabou à parler d'argent. Pour moi, je comprends très bien. C'est ça. Mais après, tu vois, on en parle avec Célia, je me permets de te couper, mais on en parle avec Célia l'année dernière qui me disait, tu sais, avant quand je jouais en ligue, parce qu'il me semble qu'elle a joué en LFB pas très longtemps, de mémoire, elle me disait, je prenais le bus pour aller de Paris à je sais pas où, et maintenant, en fait, je monte dans un jet, et c'est notre vie, quoi. C'est pas les mêmes conditions. Franchement, après, les États-Unis, c'est un pays de sport, tout tourne autour du sport. La France, c'est pas pareil que les États-Unis en termes de sport. C'est vraiment médiatisé. Parfois, ils regardent plus les filles que les garçons, c'est un autre monde. Et franchement, on est mis dans les meilleures conditions pour réussir. Moi, j'ai jamais pris autre chose en allant à USC. J'ai jamais pris autre chose qu'un jet privé pour aller à tous les matchs. C'est vrai qu'on fait côte est, côte ouest, donc c'est assez long, mais on a le bus, on est escorté par la police pour aller à nos matchs. C'est vraiment fou, c'est des choses à vivre. Donc oui, en termes d'argent, je dirais que c'est pas des choses à négliger. Après, faut pas que ce soit ta seule motivation parce qu'il y a pas que ça dans la vie. Mais c'est vraiment, c'est important. Et je pense que tu as raison quand tu dis faut pas que ce soit ta seule motivation. Il faut vraiment que les jeunes joueurs et joueuses ils comprennent que tu ne vas pas là-bas que pour l'argent. Que pour ça. Oui. Pour avoir bossé avec la ICC côté business cette fois-ci, même s'il y a beaucoup de business avec la NIL, etc., qui a été mise en place, ça reste quand même un monde sportif sur lequel c'est extrêmement exigeant et on voit pas ça en fait derrière. Il n'y a pas que ce côté financier où on se dit je prends mon $1 million et merci quoi. Non, ça c'est ce que les médias vendent un peu parce que c'est ce que c'est ce que les gens veulent voir et c'est vrai aussi. Mais il y a pas que l'argent derrière qui motive les jeunes à aller là-bas. Mais je pense que oui, il y a une partie, c'est un fait de dire que oui, il y a une partie, ça les attire plus parce qu'il y a l'argent. En même temps, regarde la NBA. C'est ça. Mais il faut se dire qu'on évolue et le monde d'aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent aussi. Mais il faut pas que ce soit ta première, en tant que jeune, faut pas que ce soit ta première motivation. Non, clairement pas. Ta première motivation doit rester ton développement personnel et tes études et tout ce qu'il y a autour. Puis en plus, là, maintenant, avec les nouvelles lois qui sont passées pour la WNBA aussi, grâce à la WNBPA, du coup, la Player Association qui a été négociée cet été, les femmes ont le droit aussi d'être beaucoup plus payées en termes de sport, ce qui était dommageable. À un moment donné, quand tu voyais les salaires des grosses joueuses aux US, tu te posais quand même des questions à te dire, tu comprends pourquoi elles viennent jouer en Europe après, quoi. Donc, c'était le monde à l'envers. C'est ça, en NCA, là, il y a des filles qui gagnent plus que ce que les filles en pro gagnent en France. Mais après, je me dis, en tant que jeune, t'as le temps de faire de l'argent, parce que maintenant, ça commence à évoluer. Mais oui, c'est... Non, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, de toute façon. On va venir sur des questions un peu plus rapides, un peu plus punchy. Si tu devais me décrire qu'une seule action de cette année, de cette saison 2025-2026, ce serait laquelle? Une seule action... Tu veux pas arrêter. Franchement, je sais pas, ça va tellement vite. Il y en a eu plein. Mais je vais dire, mon match contre Ohio State. C'était, je pense, mon plus gros match de l'année. Je sais plus, il y avait combien, mais c'était serré. Et presque au buzzer, j'ai mis un 3 points. Et là, j'avais la main chaude, on va dire. J'ai mis un 3 points. Et
ça a permis d'aller overtime. Ouais, en prolongation. Ouais. Oui, en prolongation. Et franchement, ce match, c'était fou. C'était ton action référence de la saison. C'est ça. Ouais, t'avais les émotions, les petits frissons et tout qui remontaient quand tu mets le tir. Ah, ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf pour ceux qui l'ont jamais vécu. Ça va vivre. Après, si vous êtes déjà à la retraite, désolé. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, surtout toi, dans une salle comble et tout, à Ohio State. Ouais, c'est ouf comme... Non, c'est clair. Quelle a été la joueuse la plus difficile à défendre du Big Ten cette année? La plus difficile à défendre. Moi, je suis très grande et je défends aussi sur des petites. C'est donc des petites meneuses. Donc, les meneuses shifty, moi, je prends toujours le défi, ça va me faire progresser. Mais je pense que c'était contre Penn State. Kayomi, elle s'appelle. Et elle, c'est vraiment, elle fait des highlights pendant ses matchs. Donc, c'est vrai, elle est connue pour ça. Ouais. Donc, vraiment, la défense, j'appréhendais un peu. J'étais sur mes appuis, assez fléchie. Mais je pense que j'ai fait mon taf, mais c'était quand même assez dur de la... Ouais, j'imagine. Ouais. On a déjà répondu à celle-là, mais on va le faire court. WNBA ou Europe? C'est dur. Franchement, les deux, pour moi, c'est la même chose. Je peux pas répondre. Tu veux que je te rajoute Unrivaled dedans ou... Non, franchement, c'est intéressant le projet Unrivaled, mais moi, c'est plus Euroleague, WNBA. Euroleague premier, WNBA deuxième. Je sais pas, pour moi, c'est un projet qui va ensemble. Qui va ensemble. Ouais, je viens jouer l'hiver c'est ça. En France, et je vais jouer l'été aux US. Ouais, ça se défend. Ok, une petite dernière. Un son français ou américain pour te mettre dans le rythme avant de commencer tes matchs? J'aime bien écouter Aya, j'aime bien Tyke. Après, un son en particulier, non. Mais avant les matchs, j'écoute un peu plus de ricain. Donc, on va dire J. Cole. Donc, j'aime bien lui. Et dernière question, un rituel avant les matchs? Oui. Avant les matchs, il faut savoir que moi, je suis une stressée de la vie. Donc, avant les matchs, pour faire redescendre la pression, je fais souvent de la visualisation. Avant mes matchs, je prie à chaque fois. Et ça me permet de... Donc, en gros, je visualise mon match, que des bonnes actions pour envoyer que du positif vers mon cerveau. Et ça me permet de rentrer, d'être concentré sur les petites choses. Je me donne pas plus de 3 focus par match. Et c'est comme ça que je me mets dans le bain. Donc, oui. C'est une très très bonne très très bon rituel. Non, je suis surpris, extrêmement surpris du renforcement positif. C'est toujours top. Merci beaucoup Diana. Merci à toi. Puis bon retour aux US bientôt. Merci et puis beaucoup. Bonne saison la saison prochaine en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Carrément, nous aussi, ça nous a fait plaisir de t'avoir. Attends, c'est un honneur de t'avoir. Merci à tous de nous avoir suivis sur Full Court Interview. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, sur Full Court Alsace, vous allez retrouver aussi sur YouTube, vous allez retrouver sur Insta. Il faut activer la petite cloche. Il faut aussi nous suivre. N'hésitez pas à suivre Diana aussi sur ses réseaux sociaux, donc Diana Mendes. N'hésitez pas du coup à suivre l'équipe de Miami. Et je n'ai plus le nom de Miami, de l'équipe. Hurricanes. Donc, les Miami Hurricanes. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes ces actions et ces highlights là-bas. Allez, à plus. Salut.